Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Quand Stéphanie m'a envoyé son histoire il y a quelques mois, il a été évident pour moi de la partager sur Prenons un café. Elle est de celles dont on ne parle jamais. C'est bien simple, avant sa rencontre, je n'avais jamais évoqué ce sujet avec qui que ce soit. Stéphanie et son compagnon se sont toujours vus devenir parents, mais avant cela, ils ont souhaité prendre le temps d'être un couple, de vivre ensemble, de se découvrir, bref, d'attendre leur timing. Puis quand ils se sont lancés dans l'aventure, le parcours ne fut pas si aisé. Après 1 an d'essai, voyant l'âge avancé, ils ont décidé de consulter et d'enclencher un parcours PMA. Après 4 inséminations et 2 FIV, le petit Julien est arrivé dans leur vie, les comblant de bonheur. Très vite, ils ont cette envie très forte d'agrandir la famille, et après un autre parcours PMA, une fausse couche, Stéphanie tombe de nouveau enceinte. Mais cette fois, l'aventure est beaucoup moins idyllique. Vers 12 semaines d'aménorrhée, on détecte une possible trisomie 21 chez le bébé que porte Stéphanie, qui sera confirmée peu de temps après par une amniosynthèse. Dès lors, la question de toute une vie se pose. Doivent-ils poursuivre cette grossesse ou non ? Dans cet épisode, Stéphanie nous raconte le long et douloureux processus qui les ont menés, avec son conjoint, à prendre la décision de l'interruption médicale de grossesse. Elle nous livre sans phare son cheminement, les différentes étapes, et nous parle du fabuleux accompagnement qu'elle a pu recevoir en Belgique, là où elle vit. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café. Merci. Je suis ravie de te recevoir. Tu es venue jusqu'à moi, tu es venue jusqu'à Lille. Tu viens de Belgique. Je viens de Belgique. Tu m'as contactée via le petit formulaire que j'ai mis à disposition pour proposer des témoignages sur Prenons un café. Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé, en tout cas entre nous. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie ? Bon, d'où tu viens, je l'ai un peu dit, mais même si la Belgique c'est large. Et voilà, nous parler un peu plus de toi, s'il te plaît. Donc je m'appelle Stéphanie, j'ai 42 ans et puis bon, j'habite en Belgique, près de Bruxelles, entre Namur et Bruxelles. Je suis assistante sociale, je travaille dans le secteur de l'enfance, je travaille avec des enfants qui sont en famille d'accueil long terme. En Belgique, le système est un peu différent de celui de la France, mais voilà, en gros, en tout cas, les problématiques des enfants sont, je pense, sensiblement les mêmes. Et donc, c'est vrai que c'est un boulot très prenant aussi. Voilà. Ben, je suis en couple, mon compagnon Fabrice, qui est un peu plus âgé que moi, il a 47 ans. Et on a un petit garçon qui s'appelle Julien, qui a 2 ans et demi, qui vient de rentrer à l'école là, en septembre. Et voilà, qui va super bien, qui est vraiment un petit garçon très solaire et très souriant. Et puis ben voilà, ce qui m'a amenée à remplir ton formulaire, là, c'est l'histoire qu'on a vécue il y a 1 an. Donc en fait, je sais pas, je rentre tout de suite dans le. Tu peux dire pourquoi, de quoi on va parler. Oui, en fait, de tout quoi on va simplement, parler. même si j'en ai sûrement parlé en intro. Bon. Il y a 1 an, on a découvert que le bébé donc le deuxième bébé dont j'étais enceinte, était atteint de trisomie 21. Après un parcours compliqué, nous avons pris la décision d'interrompre la grossesse. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a 1 an, on s'est retrouvés dans cette situation très difficile et on a été un peu... en tout cas, moi, j'aurais eu besoin d'écouter un podcast comme celui-ci, comme le tien, qui parle de ce sujet-là. Et j'en ai pas trouvé, en fait. Et donc, j'ai assez vite eu envie de témoigner pour que d'autres personnes qui se retrouvent dans notre situation puissent avoir cette petite lumière qui aide sur le parcours, en fait. Parce que c'est vraiment ça. Donc, voilà. Je vais te poser la question que je pose tout le temps, traditionnellement en tout cas sur Prenons un café. Est-ce que tu as toujours voulu être mère ? Oui, c'est vraiment... J'ai toujours été entourée d'enfants. Ma maman était péricultrice. J'allais très souvent à la crèche où elle travaillait. Je me suis occupée de mes petits cousins. J'ai été fille au père quand j'ai eu 18 ans. J'étais animatrice. J'ai joué à la poupée. Et oui, c'est toujours été quelque chose qui a été présent. Et donc voilà, c'est vrai que Fabrice et moi, on s'est rencontrés, on avait déjà la trentaine, bien engagés d'ailleurs. Et donc
On a pris du temps pour notre couple, on a pris du temps aussi quand même pour être sûr qu'on avait envie de construire ça ensemble, construire cette famille. Et donc on a démarré cette aventure en 2015, fin 2015, on a envie de commencer. Et il se fait que, sans doute dû à notre âge, parce qu'il n'y a pas de raison établie à notre infertilité, après 1 an d'essai, on a démarré le parcours de PMA, qui a duré 1 an et demi. Et donc Julien est arrivé à la 2e fécondation in vitro, 4 inséminations, 2 fécondations in vitro. Et de cette fécondation in vitro, on avait 3 embryons. Nous, on en mettait 1 à la fois. Oui, tu n'as pas voulu en mettre plusieurs? Non, c'était les jumeaux, c'était pas possible pour nous aider. Voilà. Et en plus, il n'y avait pas de raison médicale. Donc Julien était ce petit embryon frais, on va dire, puisqu'après il y a eu des congelés. Et voilà, il est né en début février 2019. Et 1 an plus tard, on ne savait pas combien de temps ça allait mettre de nouveau pour que je puisse tomber enceinte. Donc 1 an après, on a décidé de s'y remettre. Ouais. Et on avait encore 2 embryons congelés. Donc en début mars, on m'a transféré un embryon congelé. Et puis le confinement est arrivé. Et nous, on a fait tous les 2 le Covid au tout début du confinement. Donc vraiment mi-mars. Au moment où vous aviez fait le transfert ? Juste après. D'accord. En fait, on a fait le transfert le 4 mars. On a été confinés en Belgique le 13 mars, si je me souviens bien. Donc, je venais d'apprendre que le transfert avait fonctionné. C'était très précoce. J'étais enceinte d'une semaine. Oui, c'est vrai que dans 5 jours, dans ces parcours-là, c'est vrai qu'on apprend la grossesse très tôt. Voilà. Et pendant que je faisais le Covid, juste avant, j'ai fait une fausse couche. D'accord. Donc, très précoce. Donc là, ça a été dur parce que c'était le Covid. Moi, je ne l'ai pas eu très fort du tout, mais Fabrice l'a eu vraiment fort. Il n'a pas été hospitalisé, mais c'est vrai que ça a été un gros stress parce qu'au début, on ne savait pas. On connaissait rien. On entendait des décès de gens à 40 ans. Enfin, c'était le stress total. Et moi, voilà, j'avais fait cette fausse couche. C'était pas très gai quand même. Et donc, ça a été dur. Mais voilà. Après, on a par contre profité de notre petit garçon qui commençait à marcher. Enfin, voilà, il faisait beau. On avait un grand jardin. Donc, c'était... Moi, je travaillais quand même à la maison aussi, mais voilà, ça allait. Mon compagnon, lui, il travaillait dans l'événementiel, donc il était complètement sans boulot, donc il pouvait s'occuper de Julien. Et donc, à la fin de ce confinement, en mai, on a repris le parcours de la PMA, qui a réouvert, parce que c'était fermé. Et en juin, le 25 juin, on nous a transféré le 2e congelé, qui était au frais. Et voilà, ça, c'était cet embryon-là qui a tenu, même si j'ai eu un début de grossesse un tout petit peu stressant, j'avais perdu un petit peu de sang le 1er mois. Mais comme j'avais fait la fausse couche avant, il y avait un petit coup de stress, mais après, j'ai été vite me rassurer en faisant des échos et tout allait bien, début de grossesse. Cette grossesse s'est bien passée globalement, vraiment. Mais donc, avant de partir sur cette 2e grossesse, moi je voudrais faire un point sur la première grossesse avec Julien. Oui. Comment s'est-elle passée ? Parce que c'est vrai que ça peut être aussi peut-être, pourquoi pas, important. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as aimé être enceinte de Julien ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que tu as eu des mots particuliers ? Est-ce que tu as été stressée ? Raconte-nous un peu cette grossesse. Alors, c'était une super grossesse. Vraiment, on était hyper heureux. On l'avait attendu, C'était vraiment assez euphorique, quoi. C'était super gai. À mon boulot, on est assez vite, on est écarté du boulot. J'ai pas voulu être écartée tout de suite, donc j'ai été écartée vraiment au milieu de grossesse. Et du coup, après, j'ai juste profité, quoi. J'ai pas du tout été nausée. J'ai juste eu un tout petit peu le nerf crural coincé. Donc, c'est pas le sciatique, c'est devant. Voilà, c'était un peu mal à la jambe, mais... Globalement, j'ai fait du yoga, j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de notre cocon. Enfin voilà, c'était vraiment... C'était vraiment un temps pour toi et pour ton bébé. C'était vraiment... Du stress, oui, parce que je suis quelqu'un globalement d'un peu stressé, qui imagine un peu toujours le pire, mais globalement, non, j'étais quand même... En tout cas, j'en garde un bon ressenti, un bon souvenir, un bon feeling, quoi. Est-ce que pour cette première grossesse, vous avez fait des examens particuliers ? Parce que tu disais tout à l'heure, par rapport à ton âge, par rapport à l'âge de ton conjoint, est-ce que vous avez fait des examens particuliers pour écarter les possibilités d'une éventuelle malformation ou pas ? Alors non, on a suivi le parcours classique. Alors, ma gynécologue qui me suit a dans son cabinet un appareil d'échographie. Et donc, c'est vrai qu'au vu de mon âge, je pense que j'ai plus de rendez-vous. Et à chaque fois, je faisais une échographie, en fait. Ouais. Donc, je pense qu'on y allait presque tous les mois. Ah ouais. Ah, c'est gentil, c'est bien. Ouais, ou tous les mois et demi, quelque chose comme ça. Mais c'était très rapproché.
Et à 12 semaines, on a fait, comme on fait maintenant en Belgique depuis, je pense, systématiquement depuis 2017, parce que c'est remboursé depuis 2017, ce fameux NIP test, ce fameux test non invasif qui donc peut détecter dans le sang de la mère des éventuelles, en effet, anomalies chromosomiques, génétiques, je crois aussi, et le sexe du bébé, en l'occurrence aussi. Et c'est fait assez systématiquement en Belgique, même je crois tout à fait systématiquement. Et donc voilà, on avait fait ça et tout était OK. Et voilà. C'était un test de routine de plus comme les autres finalement. En fait, oui, tout à fait. Okay. Et la naissance et l'arrivée de Julien aussi. Ouais, super. Tout vraiment. était bien. Moi, j'ai eu un travail un peu long, 24 heures de travail, mais pour un premier, on dit que c'est plutôt. Voilà. Et j'ai fait le plus gros à la maison, sur mon ballon, à souffler. Et puis à un moment donné, les contractions se sont rapprochées, elles sont devenues plus trop gérables, donc on est parti en pleine nuit et il est né à 7h du matin. Alors naissance un peu rock'n'roll parce qu'il avait le cordon en bandoulière et donc il était un peu coincé, donc son cœur a commencé à s'emballer. Et j'avais la péridurale qui faisait très très bien effet. Donc elle y a été assez franco avec la ventouse à 2 reprises. Elle l'a bien enfoncé apparemment. Heureusement, je n'ai rien senti. Merci la péridurale. Mais donc voilà, on était à 2 doigts de la césarienne, mais voilà. Mais donc naissance magique. Sinon, enfin en tout cas nous on en garde. On n'a pas trop stressé. Elles ont bien géré ça pour qu'on ne sente pas le stress. On a une super gynécologue qui... Et donc voilà, après ça a été super. On a fait du pot à pot, on était en pleine nuit, donc c'était calme. Il n'y avait pas eu trop de naissances cette nuit-là et on a pu rester dans la salle d'accouchement plus longtemps, dans ce petit cocon, dans la pénombre. J'ai une super maternité où j'ai accouché à Braine-l'Alleud et donc... c'était vraiment... C'était magique, quoi. Et un postpartum génial aussi. Ce qui vous a donné aussi probablement l'envie de recommencer assez vite, finalement. Oui, ça plus l'âge, bien sûr. Voilà, mais il y avait vraiment les 2 facteurs. Mais c'est vrai que Julien était un bébé, on a eu de la chance. Je touche tatami en bois. Il a dormi très vite, c'est un bon dormeur. Et on était à 2 pendant plusieurs mois. Donc, oui, donc vraiment allaitement le cadre idéal, quoi. Je l'ai allaité 6 mois exclusivement et 1 an. Donc c'était super. C'est chouette. Parfait. Parfait. Donc tu t'attendais à la même chose pour la 2e grossesse ? Je suis pas quelqu'un qui... Je suis quand même toujours quelqu'un d'un peu stressé. Puis il y avait eu cette fausse couche, même si c'était précoce. Et puis c'est toujours aussi ce spectre de se dire, si ça marche pas, c'est de nouveau PMA, et on est reparti. Donc... Oui, parce que c'était le dernier embryon. Aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'en écoutant pas mal de podcasts, on écoute aussi des choses pas chouettes. Donc on sait aussi qu'une grossesse, tout peut arriver, malheureusement. C'est un parcours merveilleux, mais c'est aussi un parcours quand même un peu stressant. Donc toujours quand même un peu stressé, mais je suis quand même quelqu'un d'optimiste. Je suis quand même quelqu'un qui arrive facilement à garder de l'entrain, quelque chose de positif. Et donc je fais... comme pour la première grossesse, le NIP test. Et cette fois-ci, je me fais écarter un peu plus tôt. Donc, je suis écartée au même moment. Et donc, je commence, du coup, quand même fort fatiguée en début de grossesse. Donc, je commence cet écartement en me disant, allez, cool, maintenant, je prends du temps pour Julien, pour moi, etc. Et ça a duré en fait 1 semaine, parce qu'après 1 semaine, j'ai eu le résultat du NIP test. Et là, voilà, ça, c'est la douche froide, quoi. C'est un coup de fil dont je me souviendrai... longtemps, je sais où j'étais, je sais, C'est ta gynécologue qui t'a contacté ? Oui. Et malheureusement, il y a eu en plus une sorte de quiproquo, c'est-à-dire qu'elle m'a pas eu au téléphone, donc elle m'a laissé un message en me disant d'abord que tout était OK et que j'attendais un petit garçon. Et puis, mon compagnon part, il va conduire Julien à la crèche, et puis je suis sur la terrasse, et puis coup de fil, de nouveau, je vois que c'est elle. Je décroche en disant, elle veut vérifier que j'ai bien eu le message, Et puis là, en fait, elle était complètement confuse, elle était complètement désolée, mais elle n'avait pas bien lu le papier de résultat. Et donc elle dit, elle était vraiment très désolée, mais en effet, elle n'avait pas bien lu. Pourtant, je l'ai vu après le papier, c'était bien écrit. Donc il y avait bien une grosse suspicion de trisomie 21. Donc le NIP test, ça fait pas office de diagnostic. Donc il reste un minime % de chance, je crois que c'est 1% de chance qu'éventuellement ce soit pas positif ou que ce soit éventuellement mis sur le placenta, la trisomie soit mise sur le placenta. Et on avait des amis qui avaient eu le cas sur une trisomie 7. Ils avaient eu ce cas-là. Et donc, je me suis accrochée assez vite aussi à ça. Mais bon, je ne savais pas que c'était 1% de chance très minime. On a
après chercher en effet ce pourcent de chance, mais assez vite ma gynécologue m'a proposé de toute façon, enfin elle m'a même pas proposé, je crois qu'elle a pris le rendez-vous d'office pour une amniosynthèse, pour avoir vraiment un diagnostic et être vraiment sûre. Et on était de toute façon, on voulait. Parce que c'est vrai que tu as toujours ce risque plus accru de fausse couche si tu fais une amniosynthèse. Mais voilà, une semaine après, j'ai fait la myosynthèse, donc ça c'est aussi une grande aventure. Quand tu apprends ça, du coup, t'es toute seule à la maison. T'en parles à ton conjoint quand il rentre. Je lui ai téléphoné, il était sur le retour et il est vite rentré. On a été, je me souviens, sur une terrasse ensoleillée dîner. Et ouais, c'est dur quoi. Tout s'écroule quoi. Vous aviez déjà parlé auparavant de cette éventualité-là? Je ne m'en souviens plus. Sans doute avant Julien, peut-être. Mais je ne m'en souviens plus. Et je pense que de toute façon, tant qu'on n'est pas dans le cas, je crois pas qu'on peut vraiment... Non, je pense que tu dis, c'est comme quand tu imagines avoir un enfant, tu dis je ferai ça, puis après t'as la réalité quand t'es vraiment concerné. Je pense que c'est comme ça pour tous les sujets. Assez vite, en tout cas, on voulait être sûr que c'était bien ça. Ouais. Et on avait, surtout Fabrice, cette idée en tête que peut-être que c'était pas. En plus, on avait vraiment... nos amis, l'exemple de nos amis, donc on s'est accroché à ça, à ce petit espoir, tout petit, mais qui était quand même là. Fabrice, il est assez pragmatique, quoi. Chaque chose en son temps, quoi. Ouais. D'abord, on veut être sûr, et après, on parlera de la suite, en fait. C'était un peu ça. Donc, on a fait la myosynthèse une semaine après, et on pouvait avoir les résultats une semaine encore après. Sauf que Fabrice partait sur son seul événement de l'année Covid. Sur son seul événement de l'année, il partait une semaine de la maison. Il partait au moment de la myosynthèse. Au moment du résultat de la myosynthèse. Ah oui, d'accord. Donc, on a un peu réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on a reporté les résultats encore d'une semaine parce que je ne me voyais pas recevoir moi les résultats toute seule. Lui, là-bas, les recevoir tout seul. Quoi qu'il soit, en fait, ce résultat, on ne voulait pas être tout seul pour le recevoir. Donc, on a postposé encore. Mais donc... voilà, les semaines, elles passaient, et moi, je devais passer, à partir de la myosynthèse, encore 2 semaines sans savoir vraiment ce qu'il en était. Est-ce qu'on peut revenir sur l'examen de la myosynthèse ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, en quoi ça consiste ? Alors là, c'est à l'hôpital, c'est pas ma gynécologue qui l'a fait, c'est un collègue à elle qui était plus spécialisé dans cet acte-là, et on t'enfonce en gros une immense aiguille dans le ventre. Moi, je l'ai pas regardé, mais je l'ai vu avant l'aiguille, mais je n'ai surtout pas regardé quand il piquait, pour aller ponctionner du liquide amniotique. Et c'est ça qu'on analyse et c'est vraiment directement, c'est vraiment l'ADN du bébé, c'est sûr. Quoi. Et puis, tu rentres à la maison. Oui, est-ce que, il y a une anesthésie avant ou pas du tout, même pas locale, rien du tout ? Je crois que non. Non. Ok. Est-ce que tu as trouvé ça douloureux, toi, ou pas ? J'aime pas trop les aiguilles. Vraiment, avec la PMA, on est très habitué aux aiguilles. Donc voilà, sûr. Mais c'est vrai que là, c'est encore autre chose quand même. Donc j'appréhendais, et puis en plus, il y a une échographie en même temps, donc on voit le bébé, et donc c'était la première fois que je le revoyais, en sachant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc c'était un moment pas facile. Faut pas pleurer, parce qu'il faut pas bouger, donc voilà, ça c'est pas très gai. C'est pas gai. Les 2 semaines d'attente arrivent, comment toi tu les vis, c'était dur, c'était vraiment dur. Plus une des 2 semaines, j'étais seule avec Julien. C'est un yo-yo émotionnel, quoi. On passe de allez, ça va aller, on y croit. Et puis alors, c'était comment je continue à investir ce bébé. Moi, j'avais l'habitude de beaucoup toucher mon ventre, de parler à mon bébé déjà depuis le début, de chanter à mon bébé. Alors, j'arrivais plus trop à lui parler. C'était dur, mais je lui touchais beaucoup mon ventre et je lui envoyais mes pensées. Je parlais dans ma tête, en fait. Je chantais encore un peu, en pleurant, mais c'était dur, c'était dur. Et assez vite, moi j'ai eu l'intuition, je sais pas comment on appelle ça. Pour moi, c'était dur d'imaginer de le garder s'il était atteint de trisomie 21. J'ai tout de suite, moi, assez vite eu ce pressentiment. Parce que ça s'est imposé comme ça, quoi. C'était quelque chose. Mais en même temps, c'était horrible, voilà, parce que je l'aimais déjà très fort. Et il commençait à bouger en plus déjà à ce moment-là. Donc je me sentais bouger. Donc voilà, vient le jour de... Les résultats arrivent. Heureusement, c'était pas par téléphone. On avait justement un rendez-vous chez elle, chez ma gynécologue, qui était prévu de base, donc on est allé. Et puis là, c'est la douche froide, quoi. Là, c'est... le diagnostic qui tombe, là, c'est sûr. C'est notre bébé... est atteint de trisomie 21. Alors la gynécologue, elle sent assez vite que moi je suis sur cette
cette route-là de dire qu'on ne le garde pas, mais assez vite, elle sent aussi que Fabrice, lui, il ne sait pas. Il est perdu. Et donc, c'est vrai qu'on a senti à un moment donné quelque chose d'un empressement de sa part. Et je pense peut-être que si des gens devaient se retrouver dans notre situation et qui sont encore peut-être plus jeunes que nous, plus perdus, on aurait peut-être tendance peut-être à suivre... parce qu'il faut savoir qu'on a su par la suite que 90%, même plus, des gens qui se retrouvent dans notre situation, vraisemblablement, prennent la décision d'une interruption médicale de grossesse. Ah oui, c'est fou ça, on n'a pas ces chiffres-là. Alors, c'est pas des chiffres officiels. Non, bien sûr. C'est l'expérience des médecins professionnels qu'on a rencontrés. Et donc, je pense que ces professionnels sont du coup assez déjà un petit peu orientés pour prendre assez vite cette décision d'interruption médicale de grossesse. Et ça partait d'une bonne intention, ma gynécologue, elle voulait l'organiser en fait assez vite. Sauf que nous, on a voulu prendre le temps, enfin, surtout Fabrice au départ. Mais ce qui était assez chouette, c'est que très vite, la gynécologue, ce jour-là, elle nous a dit « J'appelle tout de suite l'hôpital ». Donc, c'est une gynécologue attachée à un hôpital, mais elle a son cabinet en privé chez elle. J'appelle tout de suite la psychologue de l'hôpital pour voir si elle sait vous recevoir très vite. Ouais. Et en fait, elle nous a reçus le jour même. Ah, c'est bien ça, c'est efficace en tout cas. Enfin, et ça a été super. Je trouve ça chouette qu'on mette en avant tout de suite la santé, le côté mental de la chose, que le côté émotionnel en fait, et pas juste froidement, médicalement, voilà, qu'il y a vraiment de l'émotion. C'est bien, c'est un bel accompagnement. Et elle a son réseau, quoi. Voilà. Je crois que s'il n'y avait pas eu la psychologue de l'hôpital, il y aurait peut-être eu... une autre personne peut-être. Ouais. Et je pense qu'elle a aussi senti que peut-être on n'était pas en accord et qu'il fallait nous aider sur ce chemin-là aussi. Et donc, on est sorti de chez elle, je crois, il était 1h, et à 16h, on avait un rendez-vous. Oui. Et ça a été un suivi hyper riche pour nous. Cette psychologue, elle nous a beaucoup aidés, mais vraiment beaucoup aidés. Parce que donc, en effet, là, il fallait maintenant entamer ce parcours pour nous de faire un choix, de prendre une décision. T'étais à quel stade de la grossesse, là ? À ce moment-là, j'étais à 15 semaines. Ouais. Et donc... il n'y a pas de délai pour une interruption médicale de grossesse. Tu peux la faire quand tu veux. Donc, on n'avait pas jusqu'au jour du terme, tu peux le faire. Voilà. Ça, on n'avait pas de... Et très vite, Fabrice, lui, m'a dit, moi, j'ai besoin de prendre le temps. Il fonctionne comme ça dans la vie, même pour acheter une table de jardin. Il faut qu'il analyse, il va je aller pense dans que différents magasins. J'ai le même spécimen, je pense. Donc, il a besoin d'avoir toutes les informations en main pour pouvoir prendre une décision. Et c'est vrai que lui ne connaissait pas bien la trisomie 21. Contrairement à moi, j'avais déjà vraiment les enjeux de ce que ça... Oui, par ton métier Oui, par mes études, par mon métier, parce que je m'intéresse aussi à plein de choses et que je savais... Il y a des choses que je ne savais pas, mais je savais, les grosses lignes, je savais. Ouais. Et Fabrice pas. Et donc, j'étais obligée, en fait... Au début, moi, mon réflexe, c'était... Il ne faut pas que je m'attache trop à ce bébé. Si cette décision-là qu'on prend, et c'est ce que moi, j'avais en plus en tête, au plus vite, au mieux, quoi. Et je pense que c'est vraiment le réflexe de la plupart des gens, et c'est totalement humain. Mm-hmm. Et on a parlé de ça à la psychologue, je crois, tout de suite. Et est-ce que c'est ce jour-là, où on l'a vu quelques jours après, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait du bien, qui a fait écho en moi. Elle m'a dit, de toute façon, si vous devez vous détacher de ce bébé en devenir, de ce bébé, c'était un bébé, pour bien se détacher, il faut être attaché. Et donc, n'ayez pas peur de vous attacher. Et en effet. Et alors, une autre parole de cette amie qui avait aussi vécu, qui pour finir, leur bébé va très bien, mais elle avait eu beaucoup de fausses couches tardives. Et elle m'avait dit, à un moment donné, en effet, j'avais ce réflexe de plus m'attacher. Et puis, en fait, elle dit, j'ai un peu fait un revirement, et je me suis dit, mais non, en fait, ces bébés, tant qu'ils sont là, je leur donne tout ce que je peux leur donner, parce que sinon, je vais peut-être avoir des regrets là-dessus aussi. Donc, Et donc, c'était ça. C'est ça qui m'a guidée, moi, c'est de dire, en effet, là, je lui donne tout ce que je peux lui donner, l'amour que j'ai, qui est là de toute façon, en fait. Je peux pas... Il est là, je l'aime. Et donc, voilà. Et Fabrice aussi, il a été vraiment sur cette... on lui donne tout ce qu'on peut lui donner, et c'est ce qu'on a fait, quoi. On a quand même continué à investir ce bébé. Pas de la même manière. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai été obligée de suivre Fabrice sur son cheminement. Et je le remercie de ça, parce que, en fait, heureusement qu'on a pris le temps. Heureusement, moi, je pense que ça nous a vraiment fait du bien de prendre ce temps. Alors, donc, on a l'interruption médicale de grossesse que j'ai subie
n'a été seulement qu'1 mois après D'accord. l'annonce. Donc on a appris le 13 octobre, on a eu le diagnostic. Et là, on a commencé... En fait, on a mis notre vie un peu entre parenthèses. Enfin, non, parce que moi, je ne travaillais pas. Oui. Fabrice, à ce moment-là, il avait pas trop... Enfin, il avait un peu de boulot, mais il pouvait mettre pause. Donc on n'a vraiment pas travaillé. On a fait que ça, en fait. Enfin, que ça. Non. Vous êtes concentré sur Oui. vous. Vous êtes recentré. On s'est recentré et on a tout de suite pris contact avec une association d'aide aux personnes handicapées, mais aussi à leurs familles, qui propose quelque chose d'assez chouette, c'est de rencontrer un duo professionnel de suivi qui aide les parents et les personnes handicapées, les enfants handicapés, et un parent d'un enfant trisomique. En l'occurrence, ici, nous, la personne qu'on a rencontrée, c'était une maman d'un jeune adulte trisomique. Donc, on a tout de suite pris contact avec eux. On a tout de suite aussi essayé de trouver des infos sur Internet, des bouquins et des podcasts. Et moi, là, il m'a manqué quelque chose. Oui. Et donc, alors, ce qui est compliqué avec la trisomie 21, c'est que, et c'est tout à fait logique et normal, tous les témoignages, beaucoup de témoignages, en tout cas, beaucoup qu'on trouve, mais positifs beaucoup, ce handicap. Et je le comprends totalement. Et oui, parce qu'il faut aussi, pour ces personnes atteintes de trisomie 21, leur montrer qu'il y a plein de choses possibles, mais on ne montre pas aussi qu'il y a différents niveaux de trisomie 21. La trisomie 21, c'est le handicap le plus léger qui existe. Ouais. Donc, c'est vrai que quelque part, voilà, il y avait ça aussi. On était dans quelque chose où c'est une autre vie que celle qu'on s'était imaginée, mais parce que, les premiers réflexes aussi, c'était de se dire, allez, pour ce bébé, il va pas avoir une vie facile, quoi. Ça va être dur pour cet enfant en devenir, pour cet adulte en devenir. Et en fait, après, quand on creuse, on se dit, mais en fait, non, c'est aussi pour moi. Pour ma vie à moi, notre vie à nous, notre vie de famille, la vie de Julien, ça va chambouler tout, en fait. Ça va tout chambouler, mais en même temps, c'est pas du tout insurmontable, quoi. Ouais. Plein de gens y arrivent, et plein de gens y arrivent même très très bien, et en effet, c'est super chouette. C'est un handicap qui peut être en effet assez léger, qui est valorisé, et c'est très chouette et tant mieux. Mais en effet, il y a aussi beaucoup d'inconnus sur quel est le niveau d'autonomie que notre enfant devenu adulte va avoir, quel niveau du handicap, on ne sait pas. Ça peut vraiment être très très léger, comme ça peut vraiment être beaucoup plus profond. Et ça, on ne sait pas le savoir du tout. Et puis après, il y a aussi toute la stimulation qu'on offre, parce qu'il faut offrir, c'est beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité. C'est sûr. Pour en effet l'amener au maximum d'autonomie, en fait. Et c'est un combat, hein. Ça, c'est vraiment un combat. Et ça, dans tous les témoignages que j'ai entendus, c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est sûr. C'est sûr qu'un enfant atteint de trisomie qui n'est pas accompagné a beaucoup moins de chances de s'en sortir vraiment qu'un enfant qui l'est vraiment accompagné. Et les témoignages qui nous ont fort touchés, nous, c'est sur l'âge adulte. L'âge adulte. Parce qu'en plus, nous, on a fait un peu le calcul, on s'est rendu compte qu'au moment où lui allait commencer à vieillir, parce qu'un adulte trisomique qui commence à vieillir déjà, des signes de vieillesse à 40-50 ans, d'accord. Ça allait être au moment où nous, on allait aussi vieillir. Ouais. Parce qu'on avait la quarantaine, quoi. Et donc, ça nous a beaucoup marqué, ça nous a beaucoup touché, ces témoignages qu'on a entendus d'adultes. Ouais. Voilà, on a commencé ce parcours pour revenir à ça, de rencontrer des gens, d'écouter des informations, que ce soit en film ou podcast, ou en tout cas ce qu'on a pu trouver. On a aussi contacté notre pédiatre. Elle nous a renseigné un pédiatre très spécialisé sur la trisomie 21. On a été le rencontrer. Il a pris vraiment beaucoup de temps pour nous. Voilà, on a eu besoin de ce parcours-là. D'avoir toutes les clés en main. Ouais, vraiment. Toujours soutenu par la psychologue. Et ça, c'était... Moi, ce que j'ai eu très peur aussi, c'est pour notre couple. J'ai eu très peur que ça nous divise, que ça nous sépare, qu'à un moment donné, on se retrouve avec un constat de « moi, je veux le garder, moi, je veux pas le garder ». Ça aurait été terrible. Et heureusement, ça nous a vraiment aidé, renforcé. Ça nous a... on a fait vraiment équipe et on a... Et puis, il y avait notre petit rayon de soleil qui nous a beaucoup aidé aussi à... Parce que pendant un mois, on n'a pas pleuré pendant un mois. Oui,
voilà, la vie, elle continue. Notre petit bout, il est là, il est souriant, il commence à parler en plus à ce moment-là. Donc, il était petit, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart entre tes deux grossesses, entre tout ça. Est-ce que vous avez quand même pu intégrer ce que vous lui aviez annoncé qu'il allait avoir un petit frère et une petite sœur, et comment vous avez... quel a été le processus avec lui? Alors oui, on lui avait annoncé, en plus c'était une deuxième grossesse assez proche de la première, donc mon ventre il a assez vite grossi, et donc oui, on lui a assez expliqué, j'avais des bouquins, on a commencé à lui lire des livres, et puis je ne sais plus à quel moment dans le processus... Mais oui, on a mis des mots. Parce que voilà, moi, dans mon métier, j'ai l'habitude aussi de mettre des mots avec déjà des bébés tout petits. Donc on a mis des mots. Mais c'est pas facile, mais on a mis des mots et il sentait les choses. Je pense qu'il a bien... T'as eu l'impression qu'il avait compris ce qui se passait? Enfin, compris, pas dans le détail évidemment, non, mais oui, je pense quand même. Mais qu'il y avait un bébé et qu'après il y avait plus de bébé. Ouais, je pense qu'il a quand même compris. Voilà, mais ça l'a pas trop chamboulé. En tout cas, on n'a pas senti que ça le perturbait trop. Ok. Mais je me souviens, quand on l'a déposé chez ma maman pour la veille de l'interruption médicale de grossesse, je faisais des doudous à mon ventre et je dis, dis au revoir au petit bébé. Et je me souviens, il a dit au revoir. Enfin, voilà, c'était... il y avait quelque chose quand même. Enfin, ouais. Donc, vous prenez le temps d'aller chercher toutes les informations, tout ça. À quel moment ça devient clair, finalement, pour tous les deux? En fait, je me souviens de on n'arrivait pas à vraiment se dire, là, on arrive en fait à la décision. On n'arrivait pas à formuler, en fait. Et je me souviens, on avait un rendez-vous chez la psy le lendemain, et je pense que c'est devant elle que vraiment on a formulé, en fait. Voilà ce qu'on a décidé. Mais je me souviens que c'était déchirant, c'était horrible. Alors, je me disais, par exemple, je me souviens quelque chose que je me disais, parfois je me disais, j'aurais préféré ne pas avoir ce choix. C'est tellement dur, c'est tellement difficile que j'aurais préféré de ne pas l'avoir, en fait. Et on aurait fait avec, et on aurait très bien fait, on se serait débrouillé, ça aurait été dur, mais c'est tellement dur, ce choix est tellement difficile. Est-ce que tu crois que tu aurais préféré pas savoir? Non, sans doute pas. Et ce que je me disais, c'est que en fait, la médecine, là, les progrès de la médecine nous ont permis d'avoir Julien. Parce que sinon, je pense que j'aurais sans doute pas... Je serais jamais tombée enceinte, peut-être, mais bon, sans doute pas. Et en fait, ici, ces progrès de la médecine, c'est ce NIP test, en fait, ou c'est un myosynthèse, cette médecine, elle nous permet, en fait, de savoir, de savoir à l'avance. Et c'est comme ça, en fait, je dois faire avec, c'est comme ça. Et non, sans doute que, de toute façon, s'il n'y avait pas un NIP test, j'aurais sans doute fait sa myosynthèse, et au vu de mon âge... Mais c'est vrai que, par exemple, moi, à l'échographie, ça ne se voyait pas du tout. La clarté nucale était normale, donc il n'y avait pas de signe. Il y avait juste l'âge, quoi. Donc on aurait pu passer largement à côté, quoi. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages de beaucoup de femmes plus jeunes qui maintenant, apparemment... Qui le découvrent à la naissance. Mais voilà, en tout cas, nous, on était dans ce cas de figure où je crois maintenant, plus en plus de gens se retrouvent, en fait. Oui, mais c'est juste qu'on n'en parle pas, en fait. C'est ça le problème. On en parle très, très peu. C'est qu'on a l'impression d'être seul parce que personne n'en parle. Et c'est dur, parce que je comprends, éthiquement, c'est une question délicate, très délicate. Et on a eu peur, nous, on a eu peur de ça, on a eu peur des réactions. Vous avez eu peur du jugement, du regard des autres? Oui, un petit peu, oui. On a eu peur aussi d'être influencés par nos familles, dans un sens ou dans un autre. Et en l'occurrence, ce que moi j'avais imaginé, c'est que dans la famille de Fabrice, même si on est tous les deux issus de familles judéo-chrétiennes et on a été élevés un peu comme ça, Fabrice, lui, ses parents, il a été plus imprégné que moi par la religion catholique. Moi, c'est plus via mes grands-parents. Donc c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'historique. Oui, c'est ça. Ouais. Mais même si j'ai suivi un parcours, entre guillemets, de faire ma religion, etc. Bref, d'être baptisée. Mais j'ai eu peur, moi, de ça. Notamment la maman de Fabrice, j'ai eu peur que si on prenait la décision de ne pas le garder, ou d'avoir la pression, en fait, durant le cours de la prise de décision, d'avoir une pression de ce côté-là. Et on ne l'a pas eu du tout, vraiment pas. Vraiment. Et dans ma famille, ce que j'ai eu et que je ne pensais pas avoir, c'était plutôt la pression inverse, mais pas du tout clairement. On a respecté vraiment notre choix, on a eu beaucoup de bienveillance, mais il n'y a rien à faire
dans des petites phrases parfois maladroites ou dans des petites phrases, on sent un petit peu... on sent l'opinion. Ouais. Et dans ma famille, ce qu'il y a eu, c'était... je pense que je suis dans une famille qui a un peu peur de l'inconnu. Tout ce qui est inconnu fait un peu peur. Et donc, j'ai quand même senti que c'était plutôt... votre vie va être compliquée et difficile si vous le gardez. Mais ça n'a jamais été clairement dit. Ce qu'on a aussi ressenti parce qu'on a pris le temps. Ouais. Et du coup, ça faisait peur. Vous prenez du temps, mais vous allez vous attacher et ça va être compliqué. Donc, en fait, pour finir, ça sera trop tard. Et voilà. C'était pas dit, mais on l'a ressenti. Mais c'était aussi peut-être leur peur, parce que aussi, plus le temps passait, plus eux peuvent s'attacher aussi, tu vois. Aussi. Ouais, vraiment. Il y a de ça, c'est vrai, parce que finalement, l'arrivée d'un bébé, ça concerne pas uniquement les parents. Et ça a été dur. Ça a été dur parce qu'on avait notre peine, notre tristesse à nous, mais on avait aussi celle... en effet, des grands-parents en devenir, des oncles et tantes, des marraines, des parrains, enfin, il n'en a pas encore choisi, mais oui. Et ça, c'est dur aussi, parce que notre décision, notre choix, chamboule toute une famille, en fait. Ouais. Tout un clan, donc voilà. Une fois la décision prise, quelles sont les étapes, en fait? Comment ça se passe? Ouais, alors, une fois que la décision est prise, on a envie que ça aille très vite. Donc, le jour où j'ai prévenu ma gynéco, on en avait déjà parlé avec la psychologue. Elle nous avait déjà expliqué un peu comment ça se passait. Mais donc, une fois que j'ai prévenu la gynécologue, moi, j'avais envie que tout s'enchaîne très vite, quoi. Et il y a aussi des contraintes quand même de l'hôpital. Il y avait un jour férié, c'était la semaine du 11 novembre. Il y avait le jour férié en plein milieu, c'était le mercredi. Et j'avais espéré que ça se fasse avant, mais ça s'est fait après. Donc, et puis il y avait aussi tout ce contexte Covid qui devait pas être simple, non? Ou alors vous l'avez pas ressenti? On n'a pas trop ressenti. Okay. En fait, oui, c'était confiné. À ce moment-là, ça avait refermé. Et quelque part, nous, ça nous arrangeait bien. On était dans cette bulle, en fait. Et heureusement, en effet, on n'a pas du tout eu de contraintes. Par exemple, que Fabrice puisse pas être là, etc. Au rendez-vous. D'accord. À ce moment-là, on était déjà dans le 2e confinement. Et donc, on avait déjà plus de données. Ouais. Donc, on n'en a pas trop souffert. Et donc, le temps que tout se mette en route, les étapes de l'interruption médicale de grossesse, j'étais pratiquement à 5 mois à ce moment-là. Ouais. En fait, j'étais tout pile à 5 mois le jour de l'interruption médicale de grossesse. Donc, parce que je devais accoucher le 14 mars et que j'ai fait l'interruption le 13 novembre. Donc, en fait, on était juste avant le délai légal où il faut déclarer le bébé, etc. Ah, d'accord. Oui, parce qu'après, voilà, c'est... on t'a la question même après de tout ce qui est funérailles. Enfin, ça, on en parlera après, mais il y a cette question-là de... en fait, il a, à partir de 24 semaines, il a une existence légale. Voilà, il est considéré comme viable, c'est ça. Ouais. Et il me semble... Alors, je ne sais pas si en Belgique, c'est la même chose qu'en France, mais je sais que les bébés, par exemple, qui naissent prématurément, en dessous de 24 semaines, ne peuvent pas être réanimés, par exemple. Alors qu'après, oui. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose comme ça en Belgique aussi. Ouais, je crois que c'est 24 ou 26, je crois. Mais en Belgique, il y a un calcul différent parce qu'on fait semaine d'aménorrhée, semaine de grossesse. Voilà. Mais en tout cas, ici, oui, enfin, c'est vraiment tout bête, mais à une semaine près, on touchait la prime de naissance et j'avais un congé de maternité. D'accord. Mais on n'avait pas attendu une semaine de plus. C'était pas question. Donc voilà, mais c'est quand même des questions que tu te poses quoi, finalement, voilà, et puis qui te sont exposées aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc la première étape, c'est une prise de médicaments pour faire mûrir le col et faire démarrer un peu le processus. Ouais. Donc j'ai été chez ma gynécologue le 11 novembre, c'était le jour férié, prendre ces médicaments et puis revenir à la maison. Et puis j'entrais à l'hôpital 2 jours après, donc le vendredi 13 novembre. Et en fait, là j'étais juste à la limite aussi où normalement, c'est quand on déclenche, parce qu'après, il fallait déclencher l'accouchement. Quand c'est un fœtus qui a donc moins de 24 semaines, on n'arrête pas son cœur avant. Parce que les contractions provoquées par cet accouchement, en fait, font qu'il ne survit pas à ça, parce que c'est trop violent. Sauf qu'on était vraiment à la limite et qu'il risquait, du coup, de naître quand même vivant. Donc la gynécologue nous a dit, mais là, vous avez le choix, est-ce qu'on arrête son cœur avant ou pas? Et donc là, tout de suite, moi, j'ai dit oui, on arrête son cœur avant parce que je veux pas... Elle dit, si vous voulez pas le faire, je m'arrangerai moi avec ça, mais c'est plus compliqué pour elle aussi, en fait, parce qu'elle doit du coup... en fait, c'est un féticide, en fait. Après, elle doit arrêter le cœur du bébé, mais quand il est sorti, quoi. Donc ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Et puis moi, je voulais pas qu'il souffre, quoi. Je voulais pas que... Tu peux arrêter le cœur après ou tu es obligé d'attendre qu'il s'arrête tout seul? Non, je crois que tu l'endors en fait. D'accord. Je crois que tu l'endors avec... Après, vous avez aussi en Belgique des lois qui sont différentes des nôtres, notamment sur l'euthanasie, sur ce genre de choses. Oui. Donc forcément, ça doit peut-être un peu changer. Oui, peut-être.
Donc, moi, j'avais décidé qu'on arrêtait le cœur avant, et donc on est allé un peu plus tôt à l'hôpital. Et en fait, c'est exactement comme la myosynthèse. D'accord. On me l'avait bien expliqué, c'est le même médecin qui me l'a faite. Et ma gynécologue était présente. Et donc là, c'est une grande aiguille qu'on t'enfonce dans le ventre. Mais là, c'est très dur parce qu'il faut viser le cordon. D'accord. Parce que y a Donc, tu as l'échographie en même temps. Oui. Oui. J'ai pas regardé, mais je sais plus. Oui. Mais oui, forcément. Donc là, surtout pas regarder et surtout pas bouger. Donc surtout pas pleurer. Mais c'est le moment le plus dur, en fait. Donc là, je me suis tournée vers Fabrice. J'ai regardé que ses yeux et j'ai chanté. J'ai musé, en fait. Je ne pouvais pas sortir de phrases ou de sons, mais j'ai lu. Enfin, voilà, j'étais dans ses yeux, j'étais hyper concentrée parce que je ne pouvais pas bouger. Il s'est repris à 2 fois parce que le bébé il bougeait. Ah oui. Et donc, ça n'allait pas. Et donc, le gynécologue qui est très technicien, et je comprends, il n'arrivait pas à se concentrer. Il était vraiment... Donc, il m'a demandé d'arrêter de chanter pour se concentrer. Ouais. Bon. Et puis, une fois qu'il a atteint le cordon, ma gynécologue m'a dit « Ça va, tu y es ?» Et je dis « Je peux rechanter ?» Elle dit « Oui. » Enfin, vraiment, c'était un moment très, très, très dur, très, très fort. C'était le moment le plus dur, je crois. C'était vraiment le moment où le cœur s'arrête. Donc, Et puis là, une fois que l'aiguille est enlevée, là, on pleure, quoi. Il bouge plus, quoi. Ouais. Oui, parce qu'en plus, tu le sentais. Ouais, il bougeait beaucoup. Il bougeait beaucoup, vraiment. Et donc là, on nous monte en chambre. Je connaissais. Alors, par chance, entre guillemets, ça ne nous est pas arrivé pour notre première bébé, notre première grossesse. Ouais. Parce que ça, je crois que ça, c'est encore dans plus dur. Je connaissais, quoi. Je savais ce que c'était accoucher, parce que c'est un accouchement. J'ai juste demandé qu'on ne me mette pas dans la même salle d'accouchement que pour Julien. Et oui, on est dans la maternité, on entend les bébés qui naissent. Et en fait, quand j'ai entendu ce premier cri d'un autre bébé, parce que pendant tout le processus, ça a été est-ce qu'on réessayera de faire encore de grandir quand même la famille. Et en sachant que là, il fallait repartir en PMA, que c'était dur, qu'on avait l'âge qu'on avait, enfin bref. Et Fabrice, il disait, je sais pas, on verra, enfin voilà, c'était... Et puis quand on entend ce bébé pleurer, j'ai vraiment regardé Fabrice, je disais, on essaiera d'en refaire un. Enfin, et là, il disait, oui, mais oui. Donc il y avait la vie, en fait. La vie était là, et ça... Oui, c'est dur. Je sais que j'entends souvent ces témoignages de maman, oui, c'est dur d'être entourée de femmes enceintes, d'être entourée de vie, d'être entourée de bébés, mais en même temps, ça fait aussi du bien, en fait. Ouais. Et donc, là, on vous injecte... Enfin, voilà. Il te déclenche l'accouchement. Il me déclenche, il faut attendre, en fait. Donc, on a attendu, on a regardé des séries. Et puis, les premières contractions douloureuses arrivent. J'en avais déjà eu un peu avant, mais là... je connaissais, en fait. Donc... Et en fait, j'avais besoin de ressentir cette douleur. J'ai pas voulu la péridurale tout de suite parce que j'avais besoin que... je me souviens, j'ai besoin de conscientiser ce qui me... Tu avais besoin de donner naissance. Oui, mais de conscientiser ce qui se passait, et aussi, c'était souffrir parce que, un peu bêtement, j'ai enlevé la vie à mon bébé, je dois un peu souffrir, quoi. C'était vraiment un peu comme si je devais être punie, en fait. C'est vraiment... Parce que ça a été dur, de prendre ce choix d'enlever la vie à cet être humain, voilà, qui n'a rien demandé, lui. Lui, il a fait... voilà, donc c'était comme si je devais me punir, quoi. Mais bon, à un moment donné, j'ai quand même dit, bon... La péri. La péri. Et non, avant la péridurale, justement, pour pas l'avoir tout de suite, on m'a d'abord injecté un produit... qui endort un peu le bassin. Et en fait, moi, malheureusement, ça, j'avais un peu oublié de mon premier accouchement, et puis ça aurait pu pas se reproduire. Les produits un peu anesthésiques comme ça me donnent vraiment très fort envie de vomir. Et en fait, j'ai vomi de 15h jusqu'à 21h. J'ai vomi tout. Dès que j'avais un verre d'eau dans le ventre, je vomissais. Donc c'était vraiment dur, j'ai vomi tout le temps. Et donc là, à un moment donné, j'ai eu la péridurale, et l'expulsion s'est passée à 18h30. Donc on était arrivé à 8h le matin. D'accord. Et j'avais plus beaucoup de force, parce que j'avais vomi tout ce que je... Ah, puis bon, c'était dur aussi psychologiquement. C'était un tout, quoi. Ouais. Bon, là, l'expulsion, c'est une petite crevette de 800 grammes, de 700 grammes même. Donc voilà, c'est plus facile, mais il faut quand même pousser, quoi. Ouais. Et alors là, ce qui était très chouette, c'est qu'on a été hyper bien encadrés par les 2 sages-femmes qu'on a eues, ma gynécologue, et alors la psychologue de l'hôpital qui est sur place. Là aussi. Ouais. Donc elle est venue me voir avant l'expulsion dans la salle d'accouchement, et après. C'est vraiment un accompagnement super. Au top.
Et ça a fait du bien parce que, ouais, enfin, on pouvait vraiment, lui dire toutes nos craintes de l'expulsion, toutes nos craintes, aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on fait après, est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on le prend dans nos bras, est-ce qu'on le voit. Voilà, même si on avait déjà un peu des idées, mais ouais, c'était super, quoi, vraiment. Et alors, en fait, la question qu'on s'est posée, en fait, en Belgique, il y a une super association, une super SBL qui s'appelle Au-delà des nuages, qui propose aux familles comme ça, endeuillées, de venir prendre des photos du bébé décédé à l'hôpital. Et ce sont des photographes professionnels qui viennent bénévolement et qui font du coup des très belles photos. Alors là... Donc elles viennent prendre des photos du bébé, et alors elles font des photos de ce qu'on veut, quoi. Des photos de famille, des photos que du bébé, des photos que des mains, que des pieds, des photos, enfin ce qu'on veut. Et je connaissais, on avait entendu parler, j'hésitais, je savais pas, je disais au début par non, et puis on a rediscuté, j'ai regardé des vidéos d'une interview d'une photographe, et puis je me suis décidée, la maternité nous-mêmes nous a reposé la question et ils les ont contactés. Et donc, ça, on a fait. Enfin, avant ça, je vais revenir un peu en arrière, c'était décider, en effet, est-ce qu'on veut voir le bébé. Et donc, oui, je savais que c'était mieux, mais je voulais me laisser encore le choix jusqu'à la dernière minute. Mais je savais que dans le processus de deuil, c'était mieux. Et donc, on prend le bébé, on va le mettre, il l'habille, enfin... Ouais. Moi, j'avais cousu moi-même une petite couverture. J'avais envie qu'il ait quelque chose comme ça qui soit transmis. Donc, j'avais pris un tétra qui avait servi pour Julien et j'avais mis une couche un peu plus molletonnée. J'avais cousu. Et donc, il l'avait emballé là-dedans. Il avait un petit bonnet. Il était tout beau, quoi. Il était vraiment... c'est un bébé comme un bébé prématuré, quoi. 700 grammes. Fabrice avait un peu ce spectre qui restait en lui d'une erreur médicale. Qui avait eu une erreur. Ça, et la gynécologue le savait qu'il avait un peu ce spectre-là. Et avant même qu'on nous l'amène, elle nous a dit j'ai vérifié, en fait, sur les lignes de la main, les personnes trisomiques ont des lignes particulières sur la main. Je ne sais plus c'est quoi. Ils n'ont pas de ligne, ils ont une ligne. Et c'est très significatif de la trisomie 21. Et elle est venue nous dire voilà, il a ce signe-là. Voilà, pour Fabrice, c'était important. De confirmer une dernière fois. Ouais. Parce qu'on ne voyait pas. C'était un très beau bébé, on ne voyait pas du tout qu'il était marqué. Parce que c'est vrai que sur le visage, il y a certains traits, mais il était trop petit pour... Et donc Fabrice, il a eu besoin de le voir sous toutes ses coutures, de l'examiner. Moi, j'ai eu plus difficile. Donc il l'a pris, il l'a regardé, voilà. Et on l'a eu un petit peu dans les bras. C'est très dur, Voilà, c'est très dur, mais c'est important. Ouais. C'est important de le faire parce que on lui a dit au revoir. Je lui ai dit pardon. Je lui ai dit pardon. C'est un peu bête, hein. Enfin, c'est pas un peu bête, mais je pense que... Mais ça se comprend. Puis c'est juste ce que tu as ressenti à ce moment-là, c'est venu comme ça, vraiment. Voilà, on lui a dit au revoir. Et on a passé la nuit à l'hôpital, tous les deux. On nous a hyper bien installés aussi dans une chambre. On a pu rester tous les deux. Et c'est seulement le lendemain matin, parce qu'il était tard, qu'elle est venue prendre les photos. Donc du coup, on l'a revu. Voilà, là-bas, c'est encore un peu... il est tout froid, en fait. Ouais. Mais voilà, c'était bien aussi de le revoir. Et alors, elle arrive avec un petit cœur en laine, cousu aussi par des bénévoles de l'association. Et c'est un petit cadeau qu'elle nous fait. Voilà. Et elle nous félicite aussi. Elle dit, voilà, vous êtes parents. Hein, voilà. Et c'est vrai que nous, on était déjà parents, donc voilà, mais quand c'est le premier, c'est important, quoi, de féliciter les parents, parce qu'en fait, ils sont parents, quoi. Ouais. Même si le bébé, il est parti, Et donc, elle a pris de très belles photos, et on a fait des photos avec la couverture et avec ce petit cœur en laine. Alors, ces photos, parce qu'aussi, c'est important... On voulait avoir une trace, mais on voulait pas avoir ça sur notre GSM, en fait. On voulait pas prendre les photos nous-mêmes et les avoir là sur le GSM. Et donc ça, c'était aussi très, très chouette parce que du coup, ces photos, elle les a retravaillées. J'avais demandé de noir et blanc, donc elle a fait de noir et blanc. Elle nous a envoyé par mail. Et voilà, je les ai regardées une seule fois, 1 ou 2 mois après. C'était très, très dur. Et puis voilà, je les ai plus jamais regardées, mais elles sont là. Si j'ai envie, je peux aller les regarder. Et si Julien a un jour envie de les voir, elles sont là aussi. Et alors, on a gardé ce petit cœur avec nous. Du coup, c'est un lien. C'est un lien. Voilà, lui, il a eu la couverture et nous, on a eu le petit cœur. Et on a, nous, décidé... en effet, il n'a pas d'existence légale et il n'a même pas de prénom parce qu'on n'a pas donné de prénom, on n'a pas eu besoin, nous.
Nous, pour Julien, on s'est décidé très tard et on n'avait pas encore d'idée vraiment très claire et donc on n'a pas eu besoin de lui donner un prénom. C'est notre, voilà, je l'appelais mon petit poussin et c'est resté notre petit poussin et ce sera comme ça. Et donc, par contre, on a eu besoin d'organiser un petit peu, en effet, ses funérailles. Donc on a le choix. Soit c'est l'hôpital qui s'en charge et en fait, son corps va être incinéré avec les restes des placentas et des machins et des trucs et voilà. Et ça, je voulais pas du tout, quoi. Et donc, on a fait appel à des pompes funèbres qui étaient là tout près de l'hôpital et ils se sont occupés de tout, vraiment. Donc, ils ont été chercher son corps et on avait juste un rendez-vous au crématorium près de chez nous, tel jour, à telle heure. Et donc, c'était un peu plus d'une semaine après. Et là, on a été avec Julien, tous les trois, répandre les cendres sur une pelouse dédiée aux bébés et aux enfants. Et voilà. Et dans tous ces petits rituels de deuil, je trouve qu'ils sont très importants, vraiment. Donc voilà, c'est toutes des choses importantes. On a fait des photos aussi. Et pour Julien, j'avais fait un petit album de ma grossesse. Et j'ai fait un petit album. Ouais. Je l'ai pris là parce que je trouvais important de l'avoir près de moi aussi, quand je parle de tout ça. Et donc c'est un tout petit album avec vraiment les photos du jour où j'étais à l'hôpital en PMA pour le transfert, la grossesse, et on a même fait des photos de moi enceinte. On a voulu, à la fin, à 5 mois, on a voulu, il fallait que ce soit concret, il fallait qu'on garde cette trace, que ça existait pour Julien, pouvoir lui expliquer. Et tu vois, la couverture, c'est ce petit cœur en laine. Et la dernière photo, c'est Julien qui met les petites fleurs après la crémation. Là, voilà. Et c'est important, je trouve, d'avoir ces... pour nous, c'est important, mais je pense vraiment dans un processus de deuil que c'est tous ces petits éléments, et chacun, après, construit ses rituels et fait ce qui a du sens pour lui. Mais je pense que ça nous a aidés à vivre ce deuil qui est pas facile, avec toujours, moi, teinté de culpabilité. Voilà, moi, ça reste. Et de manque, par exemple, de légitimité. On en parlait tout à l'heure, et c'est justement sur ce terrain-là que je voulais aller. C'est vrai qu'on a peut-être parfois du mal, en tout cas pour le regard des autres, à considérer ça comme un deuil périnatal pour le coup, parce que c'est un choix que vous avez fait. Alors qu'en fait, non, ça reste un deuil. Ouais, moi j'ai vraiment dur avec ça. En plus, j'écoute beaucoup de podcasts et j'ai lu des choses sur le deuil périnatal et j'entends ces témoignages de couples, de mamans qui ont vécu des choses tellement dures, de devoir en effet subir une interruption médicale de grossesse comme la mienne, mais avec des handicaps très lourds, des bébés qui seraient jamais viables ou avec une vie vraiment comme un légume. Et donc ce sont à ce moment-là des interruptions médicales de grossesse, des deuils périnataux qui font qui plus sont entendable. Comme ça, quoi. Oui, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est le parcours. Et ici, c'est tout ce que c'est nous qui avons choisi de pas garder notre bébé. Et du coup, j'ai plus de mal en effet à me sentir légitime par rapport à. Et c'est aussi pour ça que je trouve important d'avoir ma petite pierre à l'édifice aussi des témoignages. Et on a voulu, en effet, aussi, du coup, on a dit à notre gynécologue, à la psychologue qui nous a suivis, si vous avez des couples qui vivent la même chose que nous, vous pouvez leur donner nos coordonnées. On veut bien apporter notre petite pierre, notre témoignage pour pouvoir les aider, les aider sur ce parcours. Après, quelle que soit la décision, mais d'avoir au moins ce petit éclairage-là, qu'en effet, n'ayez pas peur de prendre le temps et n'ayez pas peur de... Et que oui, en effet, c'est un deuil aussi et c'est pas facile. Mais tu vois, si les personnels médicaux, si les médecins laissent ce choix, justement, c'est qu'il y a une raison et qu'à un moment, c'est légitime aussi, tu vois. Oui, tout à fait. T'as ce côté-là, c'est oui, mais je sais raison. Qu'éthiquement, ça pose question, bien sûr, ça pose question. Débat et que c'est une question délicate et et que même en effet, comme nous on la craint à un moment donné, que même dans notre famille, ça puisse heurter les sensibilités, etc. Et on pouvait le comprendre, mais tu en as parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que vous envisagez une 3e grossesse ? Oui, vraiment. Ce désir d'enfant, surtout chez moi, il est immense. Et du coup, assez vite, on a dû prendre on a repris notre bâton de pèlerin de la PMA.
Parce que notre âge fait que, et que voilà. Et donc, en février-mars, on est retourné en PMA et c'est dur. Enfin, ouais, en plus, avant ça, malheureusement, en janvier, mon compagnon a perdu sa maman. Donc, on a eu deuil sur deuil, quoi. Ouais. Ça a été dur. Voilà. Ça a été une période très dure. On a eu une année quand même très difficile. Mais voilà, en effet, malgré tout, la vie reprend et la vie est là. Et du coup, ce désir était vraiment là. Et donc, voilà, ça, c'est un parcours. Mais ça, on a fait un très beau podcast, plusieurs très beaux podcasts. C'est un parcours très dur. Hein. Et c'est aussi plein de deuil. Et du coup, maintenant, je les vis aussi différemment. Quand un embryon ne s'accroche pas, je recueille le sang que je perds et les petits morceaux et je vais les verser au pied d'un arbre dans mon jardin. Je mets des petites fleurs, des petites boules. Je prends soin ça paraît un peu gore, mais c'est important. Enfin, je prends soin parce que c'est chaque fois des petits deuils. C'est chaque fois dur, en fait. Je crois que ça ravive ce deuil d'avoir perdu notre bébé, là. Mais du coup, c'est très éprouvant pour le moment, ce parcours de PMA-là. Et j'y crois, je sais qu'à un moment donné... Enfin, voilà. Tout comme pour Julien, je garde vraiment un sentiment profond de... Je crois que notre famille va s'agrandir et qu'il y aura encore un bébé dans notre famille, mais en même temps, j'ai très peur que ça n'arrive pas. Et donc, c'est tout le temps ces sentiments-là qui se mélangent et qui vont et qui viennent. Et c'est dur parce que pour la PMA, voilà. Moi, à ce moment-là, je mets ma cape de guerrière et j'y vais. Il faut y aller à fond parce que c'est un parcours pas facile. Mais oui, j'espère que... Est-ce que tu as aussi cette peur que ça recommence ? Je l'ai beaucoup plus eu il y a un an, quoi. Enfin, non, maintenant, ça m'est un peu passé. En fait, j'ai foi en la vie, j'ai foi en... Je crois que ça peut pas nous arriver 2 fois. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Mais oui, bien sûr que cette peur, elle est là. Et quand je serai enceinte, elle sera certainement encore plus là. Mais cette peur-là, comme la peur de plein d'autres choses qui peuvent m'arriver pendant la grossesse, je sais que ce sera une grossesse stressante, je le sais. Et je ferai avec, mais le désir est plus fort que tout. Mais c'est vrai que si je devais revivre une interruption médicale de grossesse, ou la perte d'un bébé, ce serait terrible. Oui. Mais... Tu peux pas savoir. Voilà, non. Et donc le désir, il est là. Il est plus fort. La vie, elle est plus forte. Ouais, vraiment. Merci beaucoup, Stéphanie, pour tes mots, pour ton témoignage, pour cette force, parce que ça demande énormément de courage aussi de mettre des mots publics sur tout ça. Ouais. J'espère très fortement que ton témoignage aidera, et j'en suis sûre qu'il aidera d'autres familles qui traverseront ça, mais qui ne le disent pas. Oui, ça se dit pas. Ça ne se dit pas. Non. Quand tu m'as contactée, c'est la première fois de ma vie, même hors podcast ou hors que j'entendais en fait quelqu'un me parler de ce sujet-là en fait. Ouais. On n'en parle pas, et comme tu dis, d'après les retours des personnels médicaux, ça arrive, 90% des couples qui connaissent la trisomie 21 de leur enfant font ce choix. Ouais. Mais on n'en parle pas. Après, bien sûr, il y a toujours, c'est pareil, un pourcentage dans la population de personnes concernées, donc forcément, ça réduit le nombre, mais il n'empêche qu'on n'en parle pas. Non, tout à fait. Donc, merci d'avoir libéré la parole à ce sujet, merci de nous avoir confié ton histoire. Ouais. Et puis, c'est aussi une façon de marquer ce petit poussin. Ouais, il n'est pas arrivé par hasard, il a été là, et pour une raison. Et c'est notamment celle-ci aussi, de peut-être aider d'autres personnes. Alors, merci beaucoup, Stéphanie, pour ça. Avec plaisir, merci à toi. Est-ce que tu acceptes qu'on te contacte si jamais on a envie d'échanger, si une personne est concernée? Est-ce que tu en as envie? Oui, alors c'est vraiment, j'ai pas envie de débattre sur les raisons, sur le choix, etc. Voilà. Mais en effet, oui. Les personnes concernées, qu'on ne vienne pas, et ça, par contre, je vais le demander aussi, que même si vous n'êtes pas en accord avec ce choix, qui est un choix éthique, ne venez pas, s'il vous plaît, envahir Stéphanie, qui a eu le courage de témoigner. Gardez votre opinion pour vous, c'est la vôtre, elle n'a pas à la subir. Par contre, si vous êtes concerné, si vous avez envie d'avoir un témoignage d'une personne qui l'a traversé, là vous pouvez y aller. Et où est-ce qu'on peut te contacter? Comment on peut te contacter? Alors je sais pas, j'ai pas du tout réfléchi, je pense que l'idéal c'est par mail, parce que je suis moins, je suis plus très active sur, je vais encore sur Instagram et Facebook, mais moi, en tout cas, c'est pas on laissera le mail en description du podcast. Ouais, éventuellement. Voilà, par mail, on fera ça. Et puis, comme ça, si vous avez des questions, aussi tout simplement de parler de ça, mais vraiment parce qu'il y a une raison derrière, et pas pour donner son avis. Oui, parce qu'en plus, en effet, si j'ai le temps, mais bien sûr. Si ça...
Je sais pas, j'y ai pas réfléchi et je me dis, est-ce que moi, ça va... En fait, c'est surtout que je suis pas très écrit. En fait, c'est surtout ça. Témoigner et échanger avec des gens vraiment avec plaisir. Mais du coup, forcément, ça passe par d'abord une demande par écrit. Mais c'est vrai que ne vous attendez pas à ce que j'écrive des longs mails et que je discute par mail, parce que je suis pas j'aime pas tellement l'écrit. Mais il peut y avoir une prise de contact. Mais voilà. Pourquoi pas une prise de contact. Complètement. Voilà. En tout cas, super. Merci Stéphanie. Voilà, de rien. Et puis à bientôt. Oui, à bientôt. Après discussion avec Stéphanie, nous avons convenu de ne pas dévoiler son adresse mail. En revanche, si tu souhaites la contacter, tu peux toujours m'envoyer un message par email sur prenonsuncafé.podcast@gmail.com ou sur Instagram @elise_prenonsuncafé. Je serai ravie de le lui relayer pour lancer une conversation. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour une parole de pro avec un ou une gynécologue qui nous expliquera tout ce qui est possible en cas de diagnostic de trisomie 21 pendant la grossesse. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.